on s'est rencontrés déjà parce qu'on est du même village, hein, d'Irréductible Voileux à Carteret, sur la côte ouest du Cotentin. Moi, je le connais depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il est né quasiment. Parce que pour l'anecdote, moi, je suis pas du tout issu d'une famille de bateaux et tout, donc j'étais obligé de... Je dépendais des gens qui voulaient bien m'embarquer, et ça continue d'ailleurs. Et quand j'étais très jeune, j'ai navigué avec le grand-père de Louis. Et la génération des parents de Louis, donc la maman de Louis et les oncles de Louis, ont joué ensemble à la plage à Carteret quand on était petits. Et voilà, donc je dirais que je connais la famille de Louis depuis toujours. Alors du coup, moi, Alvar, je le connais bien depuis bien plus longtemps que ça, finalement. En fait, là, moi, effectivement, je suis originaire du même coin que Alvar, de Carteret. J'ai passé tout mon temps à l'école primaire de Carteret et puis à naviguer beaucoup dans le chenal avec des petits bateaux bricolés. Et en fait, moi, je me suis passionné d'abord de bateaux. Je ne sais pas depuis quand je suis passionné de bateaux, parce que pour moi, j'ai toujours été dans l'environnement marin. J'ai toujours eu des bateaux autour de moi, donc c'est juste normal d'avoir des bateaux et la mer autour de moi. Et donc, je crois qu'on a des souvenirs de moi où j'avais 2-3 ans et j'étais déjà dans une petite annexe dans le salon de mes parents. Donc voilà, je crois que moi, j'ai toujours eu des bateaux autour de moi. Je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui existe autrement que ça. Et donc, dès que j'ai commencé à être conscient de courses, de bateaux, je pense que c'est, on va dire, autour de l'âge de 6-7 ans, j'ai commencé à me passionner par entendre d'abord les noms Mini Transat, les noms Alvard Mabir, ça revenait souvent familialement, parce que c'était l'époque où Alvard, il courait énormément. Alors c'est peut-être les courses du Figaro à l'époque, il y avait le début de la construction du 60 pieds, il courait sur plein de catamarans différents, il embarquait partout, donc le nom d'Alvard Mabir, j'en entendais souvent parler, et j'ai commencé à en être vraiment conscient à l'âge de 7-8 ans, quand j'ai commencé à suivre les courses. Et donc j'en entendais parler, je suivais énormément, du coup je me suis mis à suivre tout ce que faisait Alvard, comme un gamin en fait. Et puis je crois qu'un jour je l'ai vu dans le jardin de mes parents, il observait mon petit bateau qui était une annexe, qui était à peu près une épave qu'on m'avait donnée, sur laquelle j'avais rajouté un bout dehors qui était une tringle à rideau, avec un sapin de Noël pour faire un mât. Je faisais des génacs avec des voiles de 420, donc je m'amusais déjà à bricoler pas mal, quoi, à ma manière. On a même mis des dérives latérales sur les côtés pour essayer d'avancer. C'était mon père quand même, on bricolait ça, donc c'était assez rigolo. Et puis effectivement, bien après, il est venu intervenir je devais être encore en CM1 ou CM2, il est venu intervenir dans la classe dans laquelle j'étais, parler à l'époque, c'était de la Whitbread avec laquelle il était embarqué avec Eric Tabarly. Et donc il avait déjà construit le bateau Ville de Cherbourg, il avait dû courir un petit peu déjà avec, et à la suite de ça, il avait fait le Rhum 94, non c'est ça, donc 94, hein, c'est ça. C'était pas mon meilleur Rhum, c'était une très bonne cuvée pour moi, parce que j'avais perdu le bateau. À l'époque, on avait encore des cassettes vidéo où on enregistrait toutes les courses, mes parents faisaient ça, donc je me faisais tous les replays de toutes les courses, le Rhum 90, donc avec Florence Artaud. Il y avait Alvard qui avait été interviewé à l'époque par Georges Pernou, et il commentait toutes les arrivées des autres coureurs, donc c'était déjà assez rigolo de l'entendre parler des autres. Donc je m'étais refait tous ces trucs-là en permanence, dès que je pouvais piquer les cassettes et regarder tout ça, je me refaisais toute l'histoire, si bien que je me suis passionné de course au large, je piquais tous les voiles et voiliers, je regardais tout ce qui se passait, et donc j'étais au courant de tous les changements de gréement de tous les bateaux, des changements de dérive, les bateaux, les mercatos de qui a acheté tel bateau, qu'est-ce qu'il en a fait, qu'est-ce qu'il a transformé, à tel point que quand il y avait un bateau qui arrivait à Cherbourg, je regardais le gréement, je savais déjà quel bateau c'était. Donc ça, j'avais déjà entre 8 et 10 ans. Donc voilà, moi, toute cette histoire, je l'ai connue, et aussi grâce à travers Alvard. En fait, je pense qu'à nous deux, avec Louis, le jour où il y aura un quiz de la course au large, ou ce serait bien un jeu des 1000 € de la course au large, on y va tous les deux, puis là on gagne tout sur répondre aux questions de l'historique. J'ai même battu Jimmy Pain, ce jeu-là, c'est quand même une bonne référence. Mais c'est vrai que le regard que j'avais sur ce que faisait Louis et tout, j'ai dit, oh là là, quand je le voyais et tout, il me faisait beaucoup penser à moi, c'est-à-dire qu'il était assez bateau-maniaque, et puis c'est vrai qu'en dehors du bateau, et puis on a une approche aussi qui est très commune.
c'est que je pense qu'il nous a attirés sur le bateau, c'est vraiment le bateau en général, mais le bateau en relation avec la mer. C'est-à-dire qu'on est des marins et tout ça, et au départ on était... je pense qu'on est d'abord et avant tout passionné par les bateaux. Il y a tout ce qui va sur l'eau avant d'être passionné par la course. La course, je dirais que ça vient dans un deuxième temps. Mais on a en commun d'avoir, notamment beaucoup par rapport à la nouvelle génération qu'elle a, on a une vraie culture maritime et une vraie culture du bateau avec la mer et avec l'environnement, avec le milieu. Et puis aussi, on a en commun de ne pas être... né avec une cuillère en argent dans la bouche, donc quand on a voulu naviguer, il a fallu se démerder, quoi. C'est-à-dire qu'on a récupéré effectivement des bateaux qu'il fallait obligatoirement bricoler. C'est-à-dire qu'on a démarré souvent très jeune. Bon, si tu veux aller sur l'eau, tu as un morceau là, tu te débrouilles pour faire quelque chose qui peut aller sur l'eau et tous les morceaux éparpillés. Si tu y arrives, tu auras le droit d'aller sur l'eau. Donc il a fallu qu'on se débrouille. Et je pense que ça nous sert beaucoup, hein, l'histoire de ce bateau aujourd'hui sur lequel on est, Fives Lantana, c'est un héritage de toute cette expérience acquise. On a aussi en commun de ne pas avoir été très loin dans les études. Si j'ai été loin, moi j'ai été à Coutances. Et donc on est plutôt on est des très bons bateaux-didactes. C'est-à-dire qu'on est en fait l'école, le circuit normal et tout, c'est bien. Nous, on n'avait pas trop le temps, quoi. On était bien trop occupés pour tout ça. Je devais avoir 8 ans, on m'a expliqué que l'école était obligatoire jusqu'à 16 ans. J'ai dit quoi? Il va falloir attendre jusqu'à là, hein? Donc j'ai regardé, ok, 16 ans, ça fait quelques. Ok, bon, bah tu sais, bon, 16 ans, c'est bon. J'allais jusqu'à 16 ans. Et puis à 16 ans et demi, j'avais déjà commencé à partir ailleurs. Donc j'ai fait un peu de rap, j'ai fait jusqu'à 17, moi. Et par contre, j'ai dû faire 50 pensions. Et ça m'a beaucoup servi, 50 pensions, parce que j'ai pu étudier forcément tous les voiles et voiliers, les bateaux, les machins, les trucs, et puis à découper toutes les petites images de tout pour suivre encore. Donc j'ai appris énormément de choses en pension. C'était les différents gréements de tous les bateaux, à quoi ça servait, tous les articles qui étaient parus. J'ai lu tous les bouquins du Vendée Globe à cette époque-là, il y avait que ça à faire en pension. Donc voilà, c'est ça que ça m'a beaucoup servi à ça. Un petit peu fort de mon expérience, moi j'avais commencé par la Mini Transat très très tôt, sur un bateau que j'avais construit moi-même d'ailleurs. Et quand j'ai vu que Louis était vraiment passionné et tout, c'était pas facile parce que on peut le dire, tes parents sont quand même des gens assez brillants intellectuellement, qui ont fait des très belles études, qui ont réussi dans la vie un peu grâce aux études et tout, et qui pensaient que pour leur progéniture, ça pouvait être que comme ça, quoi. Mais ça a marché, hein, pour les trois autres. Hein. Et c'est vrai pas complètement gouré, hein, pas pour tout. À un moment, il a fallu quand même que j'aille convaincre ses parents que c'était peut-être mieux si Louis allait faire l'ouvrier de base pour commencer que des études. Et ils ont été chouettes parce qu'ils ont accepté. Je crois qu'ils n'ont pas eu le choix en fait. Il y a un moment, ils n'ont pas trop eu le choix. Effectivement, ils sont battus quand même. Hein. Ils sont beaucoup battus pour que je continue à travailler. J'étais pas. Je pense que déjà, j'avais pas des grandes capacités à évoluer à l'école parce que déjà, j'aimais pas trop ça. Et puis, j'avais pas la même capacité d'apprentissage que les autres. Par contre, j'étais passionné par plein d'autres choses dans lesquelles j'apprenais des choses. Alors peut-être que le cerveau était déjà bien occupé par d'autres choses et j'avais plus trop de place pour l'école. C'est peut-être la raison pour laquelle j'arrivais pas trop à l'école. Je pense qu'il y a peut-être ça. Et donc, moi, assez rapidement, ils ont essayé de m'envoyer en mon premier S. Ils se sont battus pour que je reste. Il y avait à l'époque le trophée des lycées qui fonctionnait bien au lycée dans lequel j'étais. J'étais un peu acteur de ce truc-là. Et le proviseur d'époque avait accepté que je passe en premier S si je refaisais le trophée des lycées l'année d'après. Ah, donc voilà, il y avait négocié ton passage alors. Même pas moi, c'est ma mère qui avait négocié mon passage. Mais en m'imposant quand même, et ça a été le pire des trucs, en m'imposant, et ça c'était un déclencheur, en m'imposant d'aller faire un mois d'école au mois d'août dans un truc qui s'appelait Agneau. C'est une ville en Manche, une petite ville dans la Manche où il y a... c'est comme le collège mais au mois d'août, quoi, en pire. Ouais, en pire. La pension du mois d'août. Et donc, faut savoir qu'au mois de juillet, j'avais réussi à travailler chez JMV Industries à la construction du bateau Team Adventure, là où Alvard d'ailleurs m'avait beaucoup aidé à rentrer là, chez Jean-Marie Vore. Et donc, au mois de juillet, j'étais à faire du composite, à meuler du carbone, pour la première fois de ma vie. Et le mois d'août, on me remettait à l'école. Donc l'idée, c'était de se dire, bon, on va le dégoûter un peu des métiers composites.
composite, comme ça va être bâché. Et puis en août, On a tout remet fait pour, l'école, pourtant. et en septembre, ça redevient un bon écolier. Et donc c'était un plan qui pouvait peut-être fonctionner. Et puis là, ça a fonctionné quelques mois d'ailleurs, hein, c'est entre septembre et décembre, puis après c'était catastrophique. Et j'ai décidé d'arrêter l'école au mois de juin d'après. Et donc là, c'était de toute façon, il n'y avait plus de retour en arrière possible. J'allais avoir 18 ans en septembre. Donc quoi qu'il arrive, dans ma tête, c'était bâché, je ne retournerais pas à l'école du tout. C'était hors de question. Et par contre, j'avais appelé Jean-Marie Veur assez vite, sans le prévenir mes parents, mais genre au mois d'avril ou mois de mai, si jamais j'arrête l'école, est-ce que tu acceptes de me reprendre dans le chantier? Je crois qu'Alvard a aussi un peu poussé, parce qu'il était un peu au courant de l'histoire. Il a un peu poussé pour que ça marche. Il a fait beaucoup de public relations avec mes parents pour qu'ils acceptent les choses. C'était pas gagné. Et par contre, Alvard, il a fait un truc super quand même pour moi, c'est que j'étais pas forcément très doué dans ces métiers-là, mais il m'a amené quand même, il m'a présenté des gens, il m'a amené avec lui à Lorient sur le trimaran Foncia, donc c'était dans les années 2000 ou 99-2000, pour la construction du bateau du trimaran Foncia à l'assemblage à Lorient, ce qui m'a extrait un petit peu de la Normandie pour aller découvrir aussi d'autres mondes, le monde breton, avec tous les gens qui faisaient la mini transat, baigner dans le grand bain un peu de la course au large là-bas. C'était le début de la base de Lorient, il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Il y avait Alain Gauthier, Franck Camas et Banque Populaire qui étaient déjà sur zone, et moi on m'a mis là-dedans, et donc ça m'a permis de découvrir des gens, découvrir le travail aussi, découvrir un peu la vie professionnelle, d'évoluer. C'était pas facile parce que je me retrouvais à 18 ans avec des gens qui pouvaient être durs aussi, et donc j'ai aussi beaucoup morflé, mais je l'ai accepté, j'ai appris énormément de choses. Et ça m'a permis après d'avoir d'autres boulots, d'autres choses, d'avoir des compétences techniques un petit peu aussi, et puis de racheter 1 million d'épaves petit à petit. Donc c'est grâce à Alvard si mon entrée de la course au large a été facilitée grâce à ça. Par contre, pas à la navigation, mais dans le technique. Et après, tu te débrouilles. C'était un peu ça l'idée d'Alvard, je pense. Bah oui, complètement. C'était en fait, tu vas faire ça. La clé de la réussite, c'est aussi surtout d'avoir l'esprit d'entreprise. Et on a vraiment ça en commun, c'est-à-dire que Louis comme moi, on n'hésite pas à prendre des risques. Et si on arrive à monter des projets, c'est parce qu'il y a des moments où on a su prendre des risques et on a su vraiment se mouiller. En fait, un vrai esprit d'entreprise. Et l'esprit d'entreprise aussi, c'est ça qui permet d'attirer d'autres entrepreneurs pour arriver à monter des projets. Donc ça, un parcours assez commun finalement avec une grosse génération d'écart. Louis, il s'inspire aussi des mauvaises choses, c'est-à-dire qu'on a tous les deux investi dans un bateau, quoi. Louis dans son classe 40, Carac, qu'il a malheureusement perdu au retour de la route du Rhum. Moi c'était pendant la route du Rhum. C'est vrai qu'on a un petit peu d'expérience commune. Louis, comme moi, il est un peu dans sa deuxième vie parce qu'il s'est sorti de son naufrage. C'était assez chaud. C'est-à-dire que là, on relativise bien la chance qu'on a et on s'aperçoit qu'on est peu de choses. Donc, c'est vrai qu'on est passé un petit peu par le même genre d'épreuve, par le même parcours. Donc forcément, ça crée des liens, quoi. On a tous les deux la même réputation d'honnêteté, de droiture, et c'est ce qui nous permet un petit peu de faire nos projets. Moi, j'ai appris très très vite la véracité du projet, du proverbe qui paye ses dettes s'enrichit. Et c'est vrai qu'on n'a jamais laissé d'ardoise nulle part. Donc du coup, les gens nous font confiance, et c'est aussi comme ça qu'on arrive à monter des projets, quoi. C'est insister sur ce point-là auprès de Louis, de toujours faire des projets propres. Et que ce soit avec les gens, comme avec les problèmes d'argent et tout ça, en fait, il faut jamais planter personne, et ça passe avant tout le reste, quoi. Ça passe largement avant notre confort personnel. Largement, il y a des projets ou des choses qu'on n'a pas pu faire, parce qu'on sait que il faut tout payer, quoi. Je veux dire, c'est comme ça. Il y a des moments où on a plein de choix devant nous qui s'offrent. Et il faut toujours. Enfin voilà, Alvard, il m'a appris un truc quand j'étais un peu plus gamin, parce que je travaillais sur plein de bateaux différents. Et puis, quelquefois, quand tu bosses sur un bateau, tu as une autre opportunité qui se crée. Mais non, tu fais attention à bien respecter les gens qui t'embauchent et des gens qui pourront t'aider plus tard. Et donc, faut jamais planter des gens qui t'aident à un moment.
Et je crois que c'est un truc que j'ai gardé et que j'ai toujours voulu suivre. Voilà. Et typiquement, moi, dans les projets que j'ai créés depuis 2012, j'ai deux associés en or qui sont Jérôme Lepoutre et Marc Devavrin. Ils m'ont accompagné sur l'achat d'un classe 40 alors que on se connaissait assez peu finalement. Je les avais emmenés faire une transat Québec-Saint-Malo et ils ont accepté d'acheter un bateau avec moi en se disant, ben, on est en train d'acheter un bateau, on fait une énorme connerie, mais voilà, on va aider ce gamin-là et on va voir ce qui se passe. Et au final, 10 ans après, on est avec un IMOCA dans les pattes, avec les mêmes gens, et avec des projets qui ont toujours évolué, avec plein d'histoires différentes, des hauts, des bas, des déboires, des fortunes de merde, des rencontres super. Et donc, voilà, moi, c'est grâce à ces deux personnes-là aussi, j'ai pu avoir des super projets, et c'est parce que je pense que à chaque fois qu'il y a eu quelque chose pas prévu, à la fin, on est toujours retombé sur nos pieds financièrement, et je me suis toujours, moi, impliqué à 300% pour que ça fonctionne, peut-être quelquefois à mes dépens, ça a toujours été ma côté gens t'aide, il faut surtout les protéger avant tout. Quand on imagine un projet comme ça, eh ben, il y a toujours des plans B, il faut toujours être un peu rêveur pour que ça fonctionne, mais aussi pragmatique. Et je crois que c'est ça qui a pu fonctionner. Il y a eu plein de rencontres aussi qui ont fait que tout ça a fonctionné. Et puis, donc je pense que Alvard, il arrive dans le projet au bon moment, en fait. Je pense que tout ce qu'on a fait sur le bateau, s'il était dans le projet avant, il nous aurait poussé peut-être à pas aller aussi loin que ça dans la technique. Et je trouve que là, on a le bateau et la plateforme que j'ai rêvé, qu'on a rêvé quand on l'a imaginé au tout début du projet. Et maintenant qu'on a cette super plateforme, il y a énormément de boulot qui reste à faire. Et je pense qu'Alvard, il arrive là, il voit effectivement qu'il y a un boulot énorme qui a été fait, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et ça, c'est moi mes compétences, c'est sûr, d'arriver à finir les choses, de finir les bateaux, de tout être précis. Moi, je suis un gars du gros œuvre et Alvard, c'est un gars de la finition extrême. Donc, il y a un moment, on ne peut pas être d'accord tout le temps, mais je pense qu'il peut m'apporter énormément de choses sur ce bateau. Et donc, effectivement, le fait d'avoir pris de l'expérience, ce que je voulais avant de faire naviguer Alvard sur mon bateau, et de naviguer avec lui quelque part, c'était ne pas de complexe. Et donc j'avais besoin d'avoir ma propre expérience avant de le faire naviguer avec moi. C'était ça qui était aussi important. Et donc maintenant d'avoir fait quelques transats sur le bateau, d'avoir pris l'expérience là, d'avoir été concurrent avec Alvard aussi pendant quelques années, on n'a pas beaucoup parlé, mais on a été concurrent. Il m'a battu la transat en solitaire. Voilà, une de mes plus grandes fiertés de toute ma vie de coureur, c'est d'avoir battu Alvard sur la transat anglaise en 2008 de quelques minutes, c'était vraiment rien du tout. Battu quand même. Mais pour moi, c'était un énorme cadeau, parce qu'au final, derrière, il a gagné plein d'autres courses, donc on parlera pas tout de suite de son talent, mais voilà, c'est un compétiteur hors pair. Mais moi, l'avoir battu une fois comme ça, c'était la plus belle de mes réussites à l'époque. Je me suis beaucoup inspiré de lui quand j'ai monté mes projets. Et là, je me dis, c'est vrai que c'est une histoire sympa de le faire naviguer avec moi. C'est un gars que j'apprécie beaucoup. J'aime bien sa façon de parler aussi. Et puis, par contre, ce qui m'inquiétait, c'est de savoir s'il allait m'engueuler tout le temps, ou s'il allait vouloir être très directif ou pas. Je savais pas, en fait. Et donc, j'étais extrêmement agréablement surpris. Parce que dès qu'il est arrivé sur le projet, c'est-à-dire il y a 10 jours maintenant, 10 jours avant la course, il est venu. Déjà, ce que j'apprécie beaucoup quand quelqu'un arrive à bord d'un bateau, il critique pas, mais il regarde, il constate, il le garde bien pour lui, ce qu'il pense. Et puis il s'est mis au boulot tout de suite, il a vu les petites choses et il a rien dit, mais il a fait. Et en fait, moi ça j'adore, quand quelqu'un arrive, bricole, et puis commence à regarder les petites choses, et puis commence à proposer des solutions sans les imposer non plus, parce qu'il y avait des choix techniques que j'avais, il les partage pas forcément, mais ok, tu veux ça, bon, c'est pas ce que je ferai, mais puisque tu le veux, on va le faire bien. Ça c'est génial comme approche. On est là, on a un beau bateau, on a des beaux partenaires, on a des super partenaires. Le groupe Fluix dans ton environnement et tous les partenaires qui sont autour de tout ça. On a créé un pôle génial autour de nous. Et maintenant, le projet, il a besoin encore de compétences autour de nous. Et donc, moi j'aimerais bien si Alvard, effectivement, il avait un petit œil bienveillant dans tout ça. Il va falloir qu'on se mette d'accord un peu sur la manière de le faire et comment on peut le faire pour pouvoir
bien contrôler que le bateau il soit bien fini, bien préparé, qu'il n'y ait pas de petits bugs, de grains de sable qui puissent nous empêcher d'aller au bout de ce Vendée Globe, parce que ça reste ça l'objectif. On a la plateforme qu'on voulait, maintenant il nous manque le petit plus pour que tout soit prêt nickel et qu'on n'ait pas de soucis à se faire. Donc effectivement, va falloir qu'on trouve un moyen d'intégrer Alvord au projet, sans qu'il soit là tout le temps non plus, parce que je veux pas qu'il soit là tout le temps. Non, et puis moi je peux pas non plus. Il a bien d'autres projets, et puis il va bientôt être en retraite, donc il va falloir qu'il fasse plein d'autres choses. Il faut qu'il aille aux écréous de temps en temps. Je serai jamais en retraite, mais j'aimerais bien en tout cas qu'il ait un œil bienveillant sur le projet, parce que c'est quelqu'un d'abord c'est quelqu'un que j'apprécie, et c'est quelqu'un qui a de la bouteille énorme sur ce genre de projet. Donc voilà, moi, ça me rassurerait si Alvard il avait un œil bienveillant sur le côté technique de tout le bateau. Pourquoi leur laisser une chance Oui. Pourquoi leur laisser une chance? On va revenir plus tard. C'est le code zéro. Ça serait déloyal.